de l'impact sur les aspects, les questions réglementaires et juridiques faisant suite à la crise du Covid. Et on va s'interroger entre autres sur les leçons à retenir de la pandémie et leurs conséquences sur les futurs cadres juridiques et réglementaires sur la réglementation des assurances, tant dans la zone CIMA que dans la zone non CIMA en Afrique, l'adaptation du cadre juridique et réglementaire à l'innovation numérique et à ses impacts, et c'est aussi à propos de la signature électronique, du commerce électronique, etc. L'organisation et le contrôle des évolutions stratégiques et structurelles du marché des assurances, y compris l'aspect concurrence, droit de la concurrence, réglementation de la concurrence par rapport aux possibles collaborations, coopérations, voire merger and acquisition sur le marché. Et puis les aspects aussi autour de la protection des données, de la vie privée, de la coopération entre les autorités de contrôle des différents aspects, compétition, que vie privée. Et enfin, on parlera, je l'espère, des questions autour de ce qu'on appelle les sandbox, qui sont des espèces de structures de coordination faites par les autorités de réglementation avec les entrepreneurs et les assurances qui sont extrêmement intéressantes. Voilà. Alors, je vais demander on a un panel exceptionnel de nouveau. Je vais demander à chacun des panélistes, en commençant par Minetou, de bien vouloir rapidement se présenter. Minetou. Tu es sur... Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? On t'entend maintenant. Parfait, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, Jean-Stéphane. Donc, je suis Mintou Ndiaye, je travaille dans les assurances depuis une bonne dizaine d'années, particulièrement dans des cabinets de conseil. Je suis actuellement senior manager au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Cognizant Consulting. Et j'interviens beaucoup sur des sujets en lien, soit avec les assurances d'un point de vue métier, soit sur les sujets en lien avec la conformité et la réglementation en assurance. Merci beaucoup. J'ajouterais que Minetou, elle est trop modeste pour me dire qu'elle est la responsable d'un super podcast en France, mais qui travaille sur d'autres choses que purement la France. Tu veux peut-être donner le nom? Oui. Alors, je suis également la créatrice d'un podcast qui s'appelle Up Echo et qui a justement vocation à sensibiliser le grand public sur tous les sujets financiers et en particulier les assurances et réinstaurer justement cette sensibilisation et rétablir la confiance entre les assureurs et les assurés et le grand public. Merci. Omar, je te donne la parole pour te présenter. Tu es sur silence, Omar. Bonjour Jean-Stéphane. Alors déjà, est-ce que vous me voyez à l'image? On te voit et on t'entend. Impeccable. Donc je suis Omar Sayed, je suis responsable juridique chez Allianz Africa, en charge des filiales francophones hors Maroc. Mais évidemment, je participe aussi au projet panafricain et quelquefois mondiaux du groupe. Je suis ravi d'être là. Donc merci Jean-Stéphane et la FANAF pour l'invitation. Je pense que le présent panel va être extrêmement intéressant et la question juridique a été abordée vraiment à chaque panel, à chaque discussion. Donc, le meilleur pour la fin. Voilà, absolument. Maître Simpara, si vous pouvez vous présenter très rapidement. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous me voyez? Tout va bien? Je vous entends. Bon, très bien. Alors, je suis ravi d'être parmi vous. Je vous remercie pour cette invitation, pour cette organisation aussi d'ailleurs. Je remercie tous les membres de notre. Et donc, moi, je suis avocat au barreau de Paris. J'exerce au sein d'un cabinet d'avocats anglo-saxon international dans lequel j'ai le loisir d'intervenir particulièrement sur les sujets assurantiels qui nous amènent à nous réunir aujourd'hui. Donc, comme disait Omar, je pense que le présent panel sera particulièrement intéressant également. Merci beaucoup. Et alors, les trois prochains et les trois derniers interlocuteurs sont le versant réglementaire de ce panel. Donc, Luc Noumessi de la CIMA, est-ce que tu es connecté? Ah, Luc. Ah, il semblerait qu'il y a un problème. Donc, on va voir peut-être. Jean-Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en attendant qu'on retrouve Luc?
Jean-Marie Irakunda. Oui, merci beaucoup. Ah, voilà. Oui, je suis là. Mais on ne te voit pas. On t'entend, mais on ne te voit pas. Mais ce n'est pas grave, vas-y. En fait, j'ai activé la caméra, je ne sais pas pourquoi. Alors, comme vous le dites, je m'appelle Jean-Marie Irakunda, actuellement chef d'inspection des assurances, l'agence de régulation et de contrôle des assurances du Burundi, avec un background parce que j'ai fait une dizaine de bonnes décennies dans une compagnie d'assurance de la place. Merci. Et merci de l'invitation à cette conférence. C'est un plaisir, Jean-Marie. Le son est très mauvais. Peut-être que tu peux essayer de voir comment le régler ou appeler de ton mobile, je ne sais pas, en attendant que je parle et que je donne la parole, se présenter à M. Traoré, M. Youssouf Traoré. Est-ce que vous êtes connecté, M. Traoré? Oui, je suis connecté, Jean-Stéphane. Vous m'entendez? On vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Ce n'est pas grave. On va vous entendre. Ok, merci bien, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Youssouf Traoré, sous-directeur en charge du contrôle des intermédiaires. Théoriquement, celui qui a été invité, c'est le directeur des assurances, mais je crois que Jean-Charles a reçu un mail disant que je vais le représenter pour ce panel. Dans le principe, comme nous sommes dans un cadre communautaire, lorsque la CIMA intervient, elle intervient pour le compte des 14 pays membres. Mais comme vous avez fait l'honneur de nous y inviter, en nous considérant comme le plus grand marché, ce qui est, nous allons partager avec vous cette expérience. C'est un plaisir pour nous de pouvoir participer à ce panel. Je suis ravi en tout cas que vous participiez. Alors, on va essayer de voir si Luc Noubissi est. Normalement, il devrait être là. Luc? Luc Noubissi, parce que je vois ton nom, mais on ne t'entend pas. Luc? Bon. Voilà. Luc? C'est bon? On t'entend, on ne te voit pas, mais on t'entend. Vas-y, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Oui, je suis Luc Noubissi, je suis commissaire contrôleur en chef à la CIMA, à Libreville. Parfait, voilà. On a tout le monde. Bon, alors, allez, je lance dans le panel. Je vais commencer peut-être par nos amis. Et j'aimerais leur demander donc à Jean-François. On vous entend mal, Jean-Stéphane. Hein, il y a un écho, oui. donc si Le vous pouvez fermer les micros. Est-ce que vous m'entendez mieux? Bon, je ne sais pas ce qui se passe, je suis désolé. Donc, je voudrais d'abord m'adresser aux réglementeurs, leur demandant qu'est-ce que, d'après eux, de manière assez courte, sont les principaux impacts de la crise pour les autorités de réglementation et de contrôle des assurances. Peut-être qu'on peut commencer par M. Noubissi de la CIMA et puis ensuite M. Traoré et Jean-Marie. Luc, quels sont pour vous, pour toi, les principaux impacts pour les autorités de réglementation et de contrôle des assurances? Je pense que le secrétaire général de la CIMA, qui est intervenu hier matin, a fait un très bon aperçu et de la voie la plus autorisée de la situation vue par la CIMA. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été prises par le régulateur régional, beaucoup plus en termes de recommandations et de surveillance du marché. C'est-à-dire que nous avons mis en place un comité qui suit avec les comités des entreprises et au niveau national l'évolution de la pandémie, un certain nombre de recommandations, surtout pour s'assurer que sur le plan opérationnel, les dispositifs sont pris les dispositions sont prises pour s'assurer que le règlement de sinistre et le traitement des assurés et bénéficiaires de contrats ne souffrent pas beaucoup de cette pandémie. On pourra avoir l'occasion de revenir plus en détail lors des discussions, mais en gros, le secrétaire général a déjà très bien présenté hier et nous sommes dans un rôle plus de surveillance, de recommandations des bonnes pratiques, de partage des bonnes pratiques
que nous observons sur le marché et nous assurer que, en fin de compte, l'assuré bénéficiaire de contrat n'est pas lésé dans le traitement qu'il subit par les compagnies d'assurance. Merci beaucoup, Luc. J'ai mis mon casque, j'espère que vous m'entendez mieux. C'est mieux? Bon, on va voir comment ça marche. Parfois, ça crée des interactions. Monsieur Traoré, même question. Que pensez-vous sur le marché ivoirien en particulier ont été, pour vous, en tant qu'autorité de contrôle et de régulation, les principaux impacts de la crise à l'heure d'aujourd'hui? Merci, Jean-Sébastien. Je pense que, comme l'a dit, comme l'a dit Luc, il est un peu difficile pour nous de nous particulariser relativement aux autres de la CIMA. Monsieur Traoré, on vous entend extrêmement difficilement, hélas. Wow. D'accord, c'est bon maintenant. C'est mieux. Donc, je disais qu'il n'y a pas un cas particulier, c'est dans un cadre communautaire, dans le cadre de la CIMA, que ça s'est apprécié. Comme l'a dit Luc avant moi, nous sommes dans un cadre d'accompagnement, mais plutôt en nous basant sur la préservation des droits des assurés bénéficiaires. Étant entendu que hier, ça a été débattu, l'impact de la COVID sur les activités des assureurs est moins ici dans la zone CIMA que par ailleurs. Voilà ce que je peux dire pour le moment en attendant la suite des débats. D'accord, merci beaucoup. Jean-Marie, pour un acteur comme le Burundi, qui est, je crois, non membre de la CIMA à l'heure actuelle. Jean-Marie, est-ce que tu es connecté? Oui, oui. Ah. Merci, monsieur Stéphane. Ici, au Burundi, je dirais que, en fait, les impacts, c'est vrai qu'il y a des impacts en rapport avec Covid, mais au niveau de la réglementation, ce n'est pas encore trop sensible. Vous savez qu'ici au Burundi, il n'y a même pas eu de confinement comme tel. Pas de confinement. Normalement, on devait assurer le suivi pour voir si réellement les compagnies d'assurance sont en train d'honorer les engagements, notamment en matière de paiement des sinistres. Mais pour le moment, vraiment, les assureurs techniciens, donc les assureurs sont au travail durant toute la période. Donc, pour dire que côté réglementation, le suivi du respect de la réglementation en matière d'assurance, pour nous, vraiment, ce n'est pas encore ressenti comme tel d'autres problèmes. Merci beaucoup. Merci. Alors, même question maintenant aux acteurs du marché et aux entreprises du marché. Omar, commençons par toi. Est-ce que quels sont les pays dont que tu vois comme impact de la crise sur le cadre réglementaire et juridique? Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des fils conducteurs majeurs de discussion de cette conférence des marchés, ça a été la réglementation et les professionnels ont appelé de leur vœu des réformes spécialement en ce qui concerne donc l'assurance disponible. On va mettre les pieds dans le plat. L'impact du Covid, il se traduit par une nécessité impérieuse d'adaptation de l'environnement juridique dans lequel évoluent nos sociétés d'assurance. Et cette crise Covid, elle a, à mon sens, révélé les fragilités de nos arsenaux juridiques. On doit donc en tirer des enseignements pour nous permettre de tracer la voie des axes d'amélioration. Donc, si on veut comprendre et déterminer ces axes d'amélioration, il faut partir d'un retour d'expérience. Ça, c'est très important. Et il faut, à mon avis, qu'on parle des domaines juridiques dans lesquels on a eu des difficultés. Quels ont été, en fin de compte, les défis juridiques auxquels nous avons été confrontés. Donc, ça, je pense que c'est des discussions à mener de manière importante. Moi, je voudrais évoquer 3 domaines principaux et faire un focus sur l'un d'entre eux. Premier domaine, évidemment, l'assurance électronique. Bon, on rentrera dans ça et on est tous aujourd'hui convaincus de la nécessité impérieuse d'une réforme, ou au moins d'un arsenal juridique propre. Deuxième domaine, c'est le domaine RH.
faire du télétravail. Certains de nos pays ne connaissent pas de législation en matière de télétravail. Pareil pour les congés, etc., etc. Donc, ça, c'était un domaine aussi qui a posé pas mal de difficultés. Il y a un autre domaine sur lequel je voudrais faire un focus parce qu'il n'a pas été suffisamment traité dans nos contrées, c'est celui du droit des sociétés. C'est celui du fonctionnement statutaire de nos sociétés. Rappelez-vous, lors de l'émergence de cette crise, en mars, et lors de l'instauration des premiers couvre-feux, confinement, demande de distanciation sociale, etc., nous étions en pleine période d'organisation de nos réunions des conseils d'administration et assemblées générales destinées à approuver les comptes de l'exercice précédent. Et il s'est posé des difficultés importantes. Comment mener ces réunions lorsque les actionnaires et les administrateurs ne peuvent pas se réunir physiquement? Et on s'est rendu compte que notre droit des sociétés régi par le droit WADA n'est pas forcément adapté. Le problème s'est spécialement posé pour ce qui est des conseils d'administration, puisqu'en droit WADA, il y a une nécessité d'un quorum physique obligatoire. Et ce quorum physique, cette obligation-là est une obligation d'ordre public. C'est-à-dire que si une délibération, une résolution est prise sans respecter cela, cette délibération est nulle, de plein droit. Donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut faire? J'ai moi-même contacté le secrétariat général de WADA, qui n'est pas un régulateur, mais un législateur, on va dire, pour demander si on pouvait ouvrir la voie à une certaine tolérance, puisqu'on avait des délais à respecter pour ces réunions statutaires. Bon, les réponses ont été polies, mais c'était des refus. Dans d'autres systèmes juridiques, notamment en France, il y a eu très rapidement des ordonnances destinées à permettre la tenue de ces assemblées. Et là, on touche à quelque chose de fondamental pour les sociétés d'assurance, le fonctionnement statutaire, etc. D'autant plus dans notre époque où on a de grands groupes internationaux, où vous avez des administrateurs d'un peu partout dans le monde, et ça, c'est une richesse. C'est ça la richesse aussi de la composition d'un conseil d'administration. Donc, à mon avis, il y a peut-être une réforme à établir à ce niveau-là. Je rappelle simplement le fondement de cette règle de quorum physique, c'est pour garantir la réalité de la réunion. C'est très important et je comprends la volonté du législateur, mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres systèmes qu'on pourrait mettre en place pour garantir en même temps la réalité de ces réunions et permettre également une adaptation, en tout cas un mode de fonctionnement plus dynamique pour nos sociétés. Donc ça c'est voilà, le droit des sociétés, c'est véritablement un domaine qui mérite un certain nombre de réformes. C'est vrai qu'on a une législation assez moderne en droit WADA, mais il y a des choses à rattraper. C'est pareil pour ce qui est de l'enregistrement des PV, etc. Il y a certains pays, je pense au Cameroun, où le greffe demande encore que les PV soient sous forme notariée pour être enregistrés, etc., etc. Ça me paraît illégal déjà, d'un point de vue strictement juridique. Et c'est surtout très embêtant et ça nous impose des actions et des faits à faible plus-value. Donc voilà, pour pouvoir nous permettre de travailler de manière plus dynamique, il y a des réformes à mener, notamment en droit des sociétés. C'est très intéressant, merci beaucoup Omar. Et ça prouve bien que à l'heure de la transformation numérique, il faut vraiment aller regarder l'ensemble de la chaîne de fonctionnement et de valeur, même sur des choses qui sont vraiment normalement très bien balisées, peut-être trop bien balisées, et les adapter. Et là, il y a des exemples en France, en Angleterre, ailleurs, mais aussi, par exemple, la façon dont les parlements ont décidé de se réunir et de fonctionner pendant cette crise, qui peuvent être utilisés comme balises à voir comment ajouter des éléments de flexibilité tout en étant sécure dans la législation. Minetou, même question pour toi dans ton expérience en tant que consultante. Qu'est-ce que tu as vu comme impact de la crise sur les aspects juridiques réglementaires de tes clients, par exemple?
Alors, je rejoins parfaitement Omar sur ce qu'il disait parce on est vraiment confronté à des aspects très concrets et organisationnels. Donc, je ne vais pas me répéter là-dessus, je le rejoins parfaitement sur ce point-là. Et moi, d'un point de vue réglementaire, le deuxième point qu'on a remarqué et sur lequel il y a eu effectivement pas mal d'échanges, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte aussi que une fois qu'on avait cette phase, on va dire, de lockdown, les entreprises qui ont fonctionné ou les assureurs qui ont fonctionné sont ceux qui arrivaient, tant bien que mal, à digitaliser pas mal de choses. Et aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, il y a le côté où on se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on adapte, qu'est-ce qu'on ajuste. Il faut saluer quand même ce côté où les assureurs n'ont pas foncé en fait droit dans le mur en voulant mettre de nouvelles réglementations, etc., mais plutôt en étant sur des suggestions, des recommandations, parce que d'un point de vue business, on est déjà sur quelque chose d'assez lourd. Donc le but n'est pas qu'on ait une réglementation ou une conformité qui vienne encore qui viennent mettre à terre en fait les assureurs. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui et les tendances qu'on a en termes de réflexion et d'impact réglementaire, ce sont plutôt en lien avec tous les sujets qui concernent la protection de la clientèle. Aujourd'hui, qu'on se le dise, cette crise-là, on va la traverser peu importe le temps que ça prendra. En revanche, une fois qu'on l'aura traversée, il faut quand même qu'on reconnaisse également que des crises de ce type-là, on en aura encore et encore. Donc, qu'est-ce qu'on modifie d'un point de vue structurel pour être en mesure de faire face à tout ce qui va se présenter dans les 5-10 prochaines années? L'enjeu, à notre sens, il est plutôt là. Et ce qui se dégage là-dessus, c'est vraiment un point qui est en lien avec la protection de la clientèle, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec de plus en plus de digitalisation, y compris en Afrique, parce qu'aujourd'hui, ce mouvement-là, il est en marche et on ne peut pas forcément l'arrêter. En revanche, si on veut développer les aspects qui sont en lien avec la confiance que les assurés ont vis-à-vis de nous, peu importe les domaines d'activité, il y a quand même un renforcement à faire sur justement ce qu'on disait sur la signature électronique. On se retrouve aujourd'hui telles que GDPR, etc. Donc, à mon sens, les impacts, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de réflexion, de recommandations pour mieux protéger les clients face à cette possibilité de digitalisation qui, de toute façon, va, dans tous les cas, s'accélérer. Donc, ça, c'est vraiment le premier point en lien avec les assurés. Et après, la deuxième réflexion, elle est plus sur tout ce qui est en lien avec la solvabilité, les capitalisations. Il me semble il y avait une discussion sur une augmentation de capital au niveau de la zone CIMA. Je prêche pour ma paroisse, pas forcément, mais à titre personnel, je pense que ce sujet-là devrait être rebattu, rediscuté ou en tout cas repoussé. Parce qu'on ne peut pas mettre en place toutes les réformes en tenant compte de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a aussi des réformes ou en tout cas des choses à mettre en place pour décaler légèrement ce type de sujet, parce qu'on a un vrai sujet de solvabilité, ça c'est sûr. On a également un vrai sujet financier. En revanche, la question du timing doit également être posée, parce que l'objectif de la réglementation, c'est aussi que ça puisse servir d'un point de vue business, d'un point de vue confiance vis-à-vis des assurés, et de ne pas forcément tout faire en même temps. Merci Minetou. Maître Simpara, même question, et je pense que peut-être vous pouvez dire un mot de ces actions juridiques, parce que je pense que vous lui en parlez à propos des impacts de la crise Covid que on voit se développer dans votre cas en particulier en France, mais aussi ailleurs. Même question pour vous sur les impacts de la crise Covid sur les aspects juridiques et réglementaires. Alors, merci bien Jean-Stéphane pour cette question. C'est vrai que cette crise-là a eu quand même un impact non négligeable sur la vie économique de manière large, et donc forcément sur les assureurs également. Et dans ce contexte, comme disait Minetou, que je rejoins totalement, nous avons l'exigence d'augmentation de capital qui arrive très bientôt à échéance en 2021. Et dans ce cadre, se pose la question de savoir est-ce qu'une discussion ne devrait pas être engagée. J'imagine que cette discussion est d'ailleurs en cours entre la CIMA et les différents acteurs pour savoir s'il ne faudrait pas mieux, à minima, reporter la date d'échéance de l'augmentation de capital sans forcément réduire le montant qui est exigé, qui pourrait faire l'objet de d'autres débats ultérieurs. Mais en tout cas, dans un premier temps, on voit que certains
la plupart des autorités de contrôle sont assez flexibles, accompagnent réellement les assureurs. Par exemple, j'ai l'exemple de l'autorité de contrôle du Nigeria qui a accepté une prolongation du délai de 6 mois. Donc, les assureurs ont jusqu'au 30 juin 2021 pour opérer l'augmentation de capital qui a été ordonnée. Et en France, il y a aussi une flexibilité de l'autorité de contrôle pour tenir compte vraiment de cette nouvelle circonstance qui n'a été prévue par personne. L'autorité de contrôle française a ordonné plusieurs prolongements de délai, notamment pour effectuer les reportings des états financiers, par exemple. Donc, c'est dans ce contexte-là que réellement, je pense qu'une discussion doit se mettre en place entre les autorités de contrôle et les différents acteurs, et ainsi que les startups aussi, pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire face à ce genre d'événement. Et donc, plus particulièrement, ce qui était évoqué, en France, c'est vrai qu'il y a un débat, en France, même ailleurs également, en Europe de manière générale et en Afrique aussi. On vient de voir, par exemple, en Afrique du Sud, que plusieurs décisions ont été rendues et qui ont condamné les assureurs à indemniser les fameuses pertes d'exploitation. Et donc, cette question-là, elle est quand même primordiale. Elle intéresse particulièrement le monde politique, le monde économique, les assurés de manière générale. Et c'est assez dangereux de dire que toutes les polices d'assurance couvriraient de manière certaine les conséquences de la COVID-19. L'approche doit être, à mon sens en tout cas, l'approche doit rester purement juridique, à savoir, est-ce que le contrat d'assurance couvre cet événement-là? Et quand on pose cette question, on revient aux bases de l'assurance l'assurance qui est quand même basée sur un événement aléatoire. L'événement aléatoire est un événement dont la réalisation est incertaine ou dont on ne sait pas quand est-ce que l'événement se réalisera. Par exemple, on pense à l'assurance vie. On sait très bien que le décès surviendra, mais la question porte sur la date de réalisation de cet événement. Et donc, si on a un événement aléatoire tel que la pandémie, il me semble que c'est un risque assurable. Mais par contre, tous les contrats d'assurance ne l'assurent pas. Et comme vous le savez, dans le code CIMA, vous avez l'exigence il est imposé aux assureurs donc de couvrir tous les dommages qui surviennent sous réserve de l'application d'une clause d'exclusion rédigée de manière limitée et formelle. Donc la question, ça sera de savoir est-ce que la pandémie ou les conséquences d'une épidémie font l'objet d'une clause d'exclusion dans le contrat d'assurance. Et c'est dans ce cadre que les juridictions françaises ont largement discuté de l'application des clauses d'exclusion et de déterminer si l'application d'une clause d'exclusion ne viendrait pas finalement priver les contrats d'assurance de leur substance, ou en tout cas l'extension dont fait l'objet certains contrats d'assurance pour couvrir les pertes d'exploitation. Parce qu'à partir du moment où on a une extension qui couvre les pertes d'exploitation qui résulte d'une fermeture administrative et qu'on a aussi une exclusion qui vient exclure cette garantie-là. Donc, il pourrait y avoir un litige de savoir est-ce que l'extension sert réellement à quelque chose, à l'assuré qui a peut-être payé une prime pour être couvert justement dans ce type de situation. Et on voit que ce débat se pose en Angleterre également avec la FCA qui a pris l'initiative d'engager une procédure devant le High Court of London et qui a donné lieu à un jugement qui a été rendu le 15 septembre dernier, qui a retenu que parmi les 21 contrats d'assurance soumis à ce test-là, la plupart d'entre eux couvraient les conséquences de la pandémie. Et sur ce sujet, d'ailleurs, vous voyez très bien qu'il y a une dichotomie finalement d'approche entre les différentes autorités de contrôle. Alors, juste pour ajouter à ça, oui. Une partie de ce jugement a été envoyée en appel devant la Cour suprême et aujourd'hui en appel cette semaine devant la Cour suprême britannique. Pour 4 jours exactement, et il me semble que l'audience a commencé hier, donc devrait se terminer jeudi. Et ensuite, on aura peut-être la décision d'ici quelques semaines. La semaine prochaine, a priori. Mais ce n'est pas l'ensemble du cas qui a été envoyé en appel. Une partie a été validée. La High Court a donné raison aux assureurs sur une partie
Et ça n'a pas été c'est pas devant la Cour suprême. Mais il y a un autre aspect on va continuer le débat plus approfondi dans une minute, mais ce que vous disiez est très intéressant. Et il y a un autre aspect qui est critique aussi, où le réglementaire, le juridique et le politique se rejoignent, c'est à partir de quel moment les clauses des contrats se mettent en œuvre, à savoir quand est l'annonce officielle de la décision des gouvernements politiques de déclarer le lockdown, le confinement, par exemple. Parce que c'est l'événement de déclenchement des effets juridiques, je dirais, ou pas, des limitations. Et là, il y a eu beaucoup de débats aux États-Unis parce que ça n'est pas arrivé. Donc, beaucoup de gens se sont sentis lésés à cause de ça. Ça a été le débat en Grande-Bretagne où le gouvernement a pris formellement la décision plus tard que d'autres pays. Bref, c'est un vrai débat où le juridique se mélange avec le politique et c'est toujours compliqué quand ce genre de choses arrive. Et effectivement, comme je le disais hier, et il faut quand même rappeler, on parle d'un nombre non trivial d'entreprises PME ou PMI en Angleterre. C'est 300 ou 400 000 entreprises qui ont été devant la justice. C'est beaucoup. C'est beaucoup de clients, de revenus perdus, etc. Donc, ça a un vrai impact. Ce n'est pas quelque chose de trivial. Alors, on a le Covid et on a l'évolution numérique. Dans ce cadre-là, et on va commencer par Luc, et ensuite Jean-Marie et M. Traoré, et ensuite les acteurs du marché. Quels sont, d'après vous, messieurs et madame, les éléments clés en termes aujourd'hui et pour le futur, en termes de réforme, d'adaptation du cadre réglementaire et juridique par rapport en particulier aux effets et du Covid et de l'évolution numérique. Alors, un des grands sujets, visiblement, c'est autour de la signature électronique. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous pensez urgent de traiter, vous les réglementeurs, par exemple autour de qui est un assureur? Est-ce qu'il faut ouvrir le concept d'assurance, d'offrir des produits d'assurance? Comment le faire, etc. Quelles sont les clés réglementaires pour vous en termes de réforme? Luc, si tu veux commencer pour la CIMA, si tu peux en parler. Tout à fait. Je pense que tu as dit beaucoup de choses déjà dans la question ou dans l'introduction. Il y a des choses qui sont immuables. Il y a des choses que Covid a juste mis en exergue, c'est-à-dire ne pas payer un sinistre qui est dû, c'est mauvais. Pendant où, en dehors du Covid, c'est un problème. Et donc, le Covid a permis peut-être de mettre en exergue certaines difficultés déjà qui existaient avant. Et donc, la posture du régulateur CIMA était seulement de dire appliquez les contrats. C'est-à-dire que si vos contrats n'ont pas spécifiquement exclu une garantie, vous l'appliquez. Donc aujourd'hui, la digitalisation dont on parle n'est pas nouvelle. Nous avons parlé de la digitalisation longtemps avant le Covid comme une opportunité pour les assureurs, peut-être d'accroître leur chiffre d'affaires ou leur taux de couverture en termes de primes, mais aussi en termes d'efficacité opérationnelle pour régler les sinistres. Et ça nous intéresse énormément. Donc, une chose qui est immuable et qui devrait nous unir, c'est le paiement diligent des sinistres. Le Covid est venu juste nous dire de mettre un peu plus d'accélération dans ce que nous faisions déjà, c'est-à-dire que la question de la signature peut-être, mais au-delà, la modernisation de nos outils de gestion pour que le client, en fin de compte, on ne se retrouve pas au tribunal avec les clients que nous sommes censés satisfaire ou protéger, mais que ce soit ces clients qui soient nos principaux agents commerciaux, qui soient ceux qui attestent de l'intérêt de l'assurance à laquelle ils ont cru. La deuxième chose, on a parlé par exemple des situations du niveau de capital et autres. Il y a des instances, pour ce qui est de la CIMA, qui se penchent sur la question et qui sont habilitées à prendre des décisions. Mais ce qui est immuable aussi, une fois de plus, c'est que le Covid est venu montrer qu'il est important pour nos sociétés d'être davantage solides. Qu'on diffère ou qu'on
accélère les mesures de renforcement du capital social ou de la situation financière tout court, l'idée derrière, c'est que les sociétés soient vraiment solides, que le marché soit stable et il pourrait avoir, après le Covid, une pandémie ou une catastrophe encore plus grande pour le monde. Donc aujourd'hui, il est urgent d'avoir des structures hyper solides et les chantiers que la CIMA a commencé il y a quelques années pour permettre aux compagnies d'être davantage solides et de résister à tous ces mouvements devraient être accélérés ou renforcés aujourd'hui. Et même les mesures, monsieur Saïd Omar parlait tout à l'heure des mesures sur le fonctionnement des sociétés en termes de droit des sociétés. Mais quand on regarde au fond, l'idée derrière, enfin, c'est de s'assurer de la continuation de l'activité, de la continuité de l'activité, quels que soient les périls auxquels on pourrait être exposé. Donc, il n'y a pas de grande nouveauté. Il y a peut-être une urgence aujourd'hui à accélérer un peu les mesures, les réformes que nous avons entreprises pour ce qui concerne la CIMA et pour les assureurs, de s'assurer qu'elles sont suffisamment équipées sur le plan financier, sur le plan opérationnel, pour faire face à tous les chamboulements qui pourraient arriver dans le futur, au-delà du Covid. Merci beaucoup. Jean-Marie, tu voulais intervenir tout à l'heure. Oui, merci. Merci Stéphane. Juste, je voudrais faire une petite intervention sur ce que vient de dire M. Suleiman quand il a évoqué le problème qui s'est posé en Afrique du Sud. Là où on a imposé les compagnies d'assurance à payer les pertes d'exploitation suite au Covid-19. En fait, le problème qui se pose ici, c'est de savoir, faut-il prendre les effets Covid-19 comme une exclusion ou pas? Et là, alors, le problème qui se pose, c'est quoi? Bon, c'est une pandémie, épidémie, pandémie. Et là, alors, au niveau de la couverture des risques, le risque qui est assuré doit être à mesure d'être tarifié. Et la tarification tient compte d'une étude statistique qui a tenu compte d'une évolution normale des choses. Disons, est-ce que s'il y a pandémie, combien vont décéder, tout ça. Donc, on doit suivre l'évolution, disons, en assurance vie. S'il faut couvrir les décès, c'est dans quelles conditions? C'est pour des gens qui évoluent normalement. Mais s'il y a Covid, combien vont décéder? Il faut dire que ça doit avoir un impact trop sérieux sur le tarif, obligatoirement. Donc, c'est un sujet qui doit être débattu à fond. Ça veut dire quoi? Si on obligeait les compagnies d'assurance à payer tous les effets liés à Covid-19, bon, disons, vous comprenez avec moi que la tendance de Covid-19, la tendance d'évolution de Covid-19 est difficilement maîtrisable. Je pense bien. Et alors, si ça continue et qu'on oblige les compagnies d'assurance à payer les indemnités liées aux effets Covid-19, quels seront... normalement, on devra ajuster les tarifs parce qu'à ce niveau-là, on doit voir ce qui se passe en termes de sinistralité. Si les sinistres sont gonflés suite à Covid, c'est-à-dire on devra ajuster les tarifs. Et les tarifs, on verra les tarifs augmenter. Et là, alors, il y a une question très importante qui est liée avec l'histoire d'inclusion financière qui est en vogue actuellement. Si les tarifs ont tendance à augmenter au fur et à mesure, si Covid n'est pas arrêté demain ou après-demain, qui vont être à mesure de payer la prime d'assurance? Donc, vous comprenez qu'il s'agit d'un dilemme. Autre chose, on parle de l'innovation technologique, digitalisation. C'est bon, on doit quand même faire quelque chose pour faire face à la situation, quoi. Ce que j'ai constaté, pour la plupart des intervenants qui viennent des pays en voie de développement, il y a d'ailleurs quelqu'un qui a évoqué ça. La plupart des compagnies d'assurance dans nos pays
n'ont pas des systèmes d'exploitation, les logiciels qui soient plus performants. Et là, alors, s'il s'agit d'innover en termes de numérisation, il faut avoir quand même à l'interne un outil informatique, un système qui soit à mesure de prendre en charge toutes ces innovations en termes digital, les histoires de souscription online. Il faut que ça soit reçu sur un système bien performant à l'interne. Il y a quelqu'un qui a parlé des tricheries au niveau des systèmes, donc des souscriptions ou alors au niveau des sinistres. Il doit y avoir des systèmes de gestion qui soient en mesure de baliser sur les tricheries ou les fraudes qui puissent être occasionnées par les nouveaux systèmes. Alors, j'aimerais directement sur... il y a quelqu'un qui a parlé du capital social. Disons, CIMA a décidé d'augmenter le capital social. En fait, l'augmentation du capital social, c'est de renforcer le matelas au niveau solvabilité. Et là, alors, il y a quelqu'un qui vient de dire, c'est monsieur, je crois, c'est Noubissi, il vient de dire qu'on doit avoir des sociétés qui soient solides financièrement, qui soient à mesure d'affronter la situation dans un proche avenir ou dans un long ou un proche avenir. Donc, je crois que réellement, pour nos sociétés d'assurance, on doit faire attention avec la situation financière de ces compagnies-là. En effet, quand on parle de capital social, par exemple, le cas de la réassurance, s'il s'agit de réassurer, s'il s'agit de déterminer la rétention en assurance, ça se base sur quoi? Ça se base sur les fonds propres. Les fonds propres, c'est le capital, ce sont les réserves, c'est tout ça. Donc, s'il n'y a pas de capital, comment on va déterminer la rétention? Donc, nos sociétés doivent avoir quand même une certaine solidité financière. Sinon, on a parlé aussi, j'aimerais directement... Très brièvement. Oui. J'aimerais brièvement sur les nouveaux fournisseurs. Les nouveaux fournisseurs, les conditions d'agrément. On va en reparler dans une minute. Ok, on va y revenir peut-être, mais c'est un peu lié. Quand même, il y a certaines conditions au niveau d'agrément qui doivent être respectées pour être appelés fournisseurs d'assurance ou assureurs en termes simples. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer, je crois que j'allais venir à toi, Omar. Monsieur Ndoye avait une question, un commentaire, avant qu'on continue le panel. Oui, merci bien, Monsieur Gourevitch. Voilà, moi, ma question elle est relative à la position de la CIMA par rapport à la prise en charge des conséquences de la pandémie. Alors, donc, la position de la CIMA, je répète, c'est que l'exclusion doit figurer. Et comme Maître Sempara le disait de façon limitée et formelle, mais je n'ai pas de problème avec ça s'il s'agit d'un contrat tout risque sauf. En ce moment, c'est vrai que les événements qui sont exclus doivent être dans les exclusions de façon formelle. Mais pour des contrats à péril dénommé, comme c'est le cas en incendie par exemple, est-ce que cette position-là de la CIMA ne fragilise pas les assureurs, surtout quand il s'agit aussi de pertes d'exploitation consécutifs à un événement incendie? Voilà, donc la question est particulièrement posée à M. Luc Noubissi. Mais ayant dit cela aussi, je relativise en disant que la CIMA a été moins radicale que certains autres régulateurs. Le cas de l'Afrique du Sud venait d'être évoqué, où franchement, les assureurs ont été contraints, quoi. Donc, c'est un peu ça la question que je voudrais poser. Merci. D'accord. Je vais répondre très brièvement, si tu permets, Jean-Stéphane. En fait, je voudrais juste dire à Omar qu'en réalité, on a, comme il le sait, un cadre pour discuter un peu plus en détail des spécificités. J'ai parlé du principe général dans lequel on se situe aujourd'hui au niveau de la CIMA, c'est de dire les engagements doivent être respectés.
Maintenant, je suis un peu gêné, hein, ça c'est peut-être aussi pour lancer le débat, je suis un peu gêné depuis hier quand j'entends un assureur, des assureurs dire on m'oblige à payer le sinistre. C'est-à-dire qu'on m'oblige, je suis au tribunal parce qu'on veut me contraindre à payer un sinistre. En temps normal, si la disposition de l'assureur est de payer un sinistre et que finalement il ne peut pas pour une raison ou une autre, ça devrait être assez évident, même pour surtout l'assuré qui ou la victime qui le demande. Donc, si parfois on se retrouve dans des incompréhensions, ou c'est même les assurés, ce n'est pas forcément le régulateur, les assurés qui estiment avec le bon sens qu'ils ont été lésés dans l'application du contrat, je me dis quand même qu'il y a un petit problème que les assureurs doivent avoir. C'est plus la disposition, l'attitude qui parfois pose problème. Mais je suis d'accord avec M. Omar, dans les cas spécifiques, on a un cadre au niveau de la CIMA où on le regarde. Notre attitude est davantage de surveiller l'évolution. Il n'est pas du tout question de demander à un assureur de payer ce qui n'est pas prévu au contrat, ou alors d'obliger des assureurs à payer pour aller à la faillite de manière absurde. Si vous me permettez, avant de donner la parole et de poser la question, en général, dans la plupart des pays, et c'est le cas en Grande-Bretagne en particulier, les assureurs ne sont pas très très hauts dans la liste des entreprises préférées des personnes. En général, ils sont à peu près au même niveau que les banquiers et c'est pas très haut. C'est un peu une plaisanterie, mais c'est un peu aussi la réalité. Et ça veut, je suis assez d'accord d'une certaine manière avec M. Nubissi. Ça dénote peut-être un problème comportemental ou de communication des assureurs par rapport aux clients qui peut-être devraient commencer à être un peu pris en compte parce que voilà, ça peut poser un vrai problème, en particulier à un moment où de nouveaux arrivants sur le marché pourraient arriver. Alors, je vais aller au fond de la provocation, là, et je vais demander à Omar, Minetou et Suleiman de prendre la parole l'un après l'autre, et après on verra la réaction de nos amis réglementeurs. Si je vous demande quelles sont les 3 priorités que vous voyez en termes aujourd'hui, tant par rapport au Covid que à l'évolution numérique, ou à la transformation, ou à la disruption numérique, quelles sont, vous pensez, les 3 priorités clés que vous attendez que les régulateurs, entendus dans leur sens large, peut-être pas uniquement ceux des assurances, prennent en compte et commencent à faire évoluer? Omar. Question très intéressante. Évidemment, ça tombe sous le sens. L'urgence, on ne t'entend pas bien. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Okay. Je disais que ça tombait sous le sens. L'urgence, elle est au niveau du droit du commerce électronique. Et je rappelle encore une fois qu'il y a un excellent projet de règlement sur l'assurance électronique porté par la CIMA depuis 2016. Le cadre donc existe, la CIMA y travaille toujours. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de sortir ce règlement pour qu'on ait un cadre assez clair. Mais encore une fois, il faut d'ores et déjà innover et le droit nous donne un certain nombre d'outils pour permettre d'ores et déjà d'innover sur cela. Vous savez qu'on a un droit WADA. Le droit WADA aujourd'hui, bon gré, mal gré, valide la signature électronique. Il y a également des réglementations nationales. Bon, elles ne sont pas encore, on va dire, complètement au diapason des besoins, mais en tout cas, voilà, les arsenaux juridiques existent aujourd'hui. Et j'entendais hier un intervenant dire il ne faut pas attendre le régulateur, etc. Il faut y aller. Effectivement, ce sont les praticiens qui font le droit. Et je à souligner le fait que la CIMA est un régulateur volontaire. Également, les DNA locales, elles valident un certain nombre de processus de signature électronique, etc. Donc ça, c'est le point le plus important, la validité du contrat d'assurance souscrit à distance. Il y a également un autre point, c'est celui du statut des opérateurs techniques qui interviennent dans ce cadre-là. Il leur faut un statut. Est-ce qu'on doit les considérer comme étant des intermédiaires et donc est-ce qu'ils doivent demander des agréments, etc. Donc ça, ce sont également des points à résoudre et auxquels il faut répondre le plus rapidement possible parce que dans cette période où on a une législation un petit peu bancale, voilà, on ne sait pas très exactement quel rôle leur donner et ces opérateurs techniques sont
absolument nécessaire à l'événement de l'assurance digitale. Je pense aux opérateurs de mobile money, je pense aux intégrateurs de paiement, etc. Donc, il leur faut un statut, à mon avis, adapté et qui exclut complètement de leur travail le fait d'agir en tant qu'intermédiaire. Il ne faut pas les intégrer dans les intermédiaires, les courtiers, les agents généraux, etc., etc. Et je pense que le projet, donc encore une fois porté par la CIMA, prévoit un statut. Donc voilà, j'en appelle encore à la CIMA pour sortir ce texte-là rapidement. Merci Omar. Minetou, qu'en penses-tu? Alors, je rejoins Omar sur ce qui a été dit sur la partie électronique et de manière plus large, je dirais que s'il y avait les 3 points, le premier, ce serait de manière beaucoup plus large en lien avec la protection de la clientèle. Quand on parle de digitalisation, quand on parle de signature électronique, je pense qu'il y a cette notion aussi de s'il y a une possibilité de faire des souscriptions en ligne, pouvoir contacter des clients pour faire des souscriptions par téléphone, ou bien de les faire via un opérateur téléphonique, de vraiment bien protéger aussi les clients, qu'ils soient en mesure de savoir ce qu'ils souscrivent, quand et comment ça se passe, parce que c'est cette transparence-là qui va justement permettre, comme disait Luc tout à l'heure, qui va permettre aussi d'éviter des incompréhensions et de l'insatisfaction de nos assurés lorsqu'un sinistre se présente. Aujourd'hui, ils sont nombreux à souscrire quelque chose et ça fait un peu mal au cœur quelque part de voir qu'on se retrouve avec X dossiers juridiques à devoir traiter avant d'indemniser des assurés. Donc, il y a une notion de sensibilisation, certes, mais il y a aussi une notion de protection de la clientèle de manière plus large pour continuer à renforcer la confiance des clients vis-à-vis de nous. À mon sens, ça, c'est vraiment le premier point, c'est de manière assez large la protection de la clientèle. Le deuxième, c'est que là, on est en face de quelque chose d'assez inédit, ça c'est une chose. Pourtant, je suis quand même assez optimiste en général, mais des pandémies, on en aura d'autres. Donc la question, ça va être ensuite, qu'est-ce qu'on fait, quel est le deal et comment on va gérer ce type de sujet. On ne peut pas, là c'est la première fois que ça se présente, donc on est en train de se dédouaner tant bien que mal entre ce qui était écrit dans le contrat, ce qui était prévu, quel était l'événement déclencheur. Les gens vont être indulgents vis-à-vis de nous cette fois-ci. Mais si dans 5 ans, le même souci se présente, on n'aura pas droit à l'erreur. Donc, je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus profonde à mener pour voir comment on gère de manière beaucoup plus générale. Et là, on ne parle pas seulement des spécificités en fonction des pays, mais vraiment de conglomérats régionaux. Comment on gère ce type de pandémie? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on fait la comparaison par rapport à d'autres continents, l'Afrique s'en sort pas si mal que ça, entre guillemets, d'un point de vue nombre de cas, nombre de décès, ok. Mais nous vivons dans un monde… En augmentation, hein, hélas. Pardon? Je suis désolé de t'interrompre, mais comme je disais hier, c'est en augmentation, hélas. Exactement. Non seulement c'est en augmentation, mais il faut resituer le contexte d'un point de vue mondial. Donc la question, c'est qu'aujourd'hui, on a été un peu pris au dépourvu, c'est une chose. Mais l'assurance est quand même quelque chose d'assez structurel, donc on ne peut pas, on ne pourra pas se pardonner si dans 1 an, dans 2 ans, on ne trouve pas une solution beaucoup plus globale pour gérer ce type de pandémie si ça se présente encore. Et ça pose la question de la refonte des produits, de la refonte des couvertures, les pertes d'exploitation, on va s'en sortir tant bien que mal en disant ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert, en allant devant les tribunaux, ok. Mais une fois qu'on aura passé cette étape-là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on couvre les pandémies et qu'est-ce qu'on envisage comme solution? Est-ce que ce sont des réflexions entre les assureurs d'une sous-région et les États de la sous-région pour collaborer et trouver d'autres solutions alternatives? En France, les discussions sont déjà en cours là-dessus. Parce que la position des assureurs, c'est de dire, OK, cette fois-ci, on a été pris au dépourvu et en même temps, si on y va tout seul, on ne peut pas couvrir la pandémie, donc on réfléchit à faire quelque chose. Mais je pense que le deuxième point, c'est vraiment de réfléchir de manière beaucoup plus globale, à proposer quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser les assurés comme ça. Et le troisième point pour moi, et ça rejoint un peu le deuxième, c'est vraiment un développement d'une notion de résilience réglementaire. Aujourd'hui, on a parlé de la capitalisation, on a parlé de ce qu'on a déjà dans nos contrats, nos couvertures, etc. C'est une chose. Le but ne va pas être de faire un millefeuille réglementaire, c'est-à-dire de mettre une réglementation à chaque fois qu'on envisage ou qu'on trouve un nouveau souci, un nouveau risque, parce que des risques qui vont émerger, on va en voir encore et encore. Mais c'est d'envisager une résilience réglementaire en faisant une conjonction entre des comités de suivi, des recommandations, des bonnes pratiques à mettre en place et à conseiller et aussi tout un lobbying à faire autour de ces différents éléments-là.
plutôt que de mettre à chaque fois une directive. Et je pense qu'il y a une notion de rigidité qu'il va falloir laisser de côté pendant un moment et de voir en fait comment on travaille en bonne intelligence pour à la fois continuer à protéger les clients, continuer à renforcer la confiance qu'on va instaurer entre les assurés, les assureurs, le grand public, et puis faire les choses en bonne intelligence plutôt que de mettre en place des règles. Là, on en parlait avec la notion de capitalisation. Le but n'est pas de dire qu'on va complètement mettre ça de côté, mais penser à décaler légèrement certaines choses, etc. Je pense que ça permettra aussi de rajouter un peu plus de souplesse, parce qu'aujourd'hui, la réglementation est toujours perçue par les assureurs ou par le business comme quelque chose qui est assez rigide, qui coûte de l'argent et qui n'apporte pas grand-chose. Je pense qu'il y a cette notion de résilience et de souplesse à rajouter dans les aspects conformité, en tout cas. Pas juridique, mais conformité réglementaire. Merci beaucoup. Je veux juste rassurer nos amis réglementeurs, on les aime. Parce qu'il faut aussi Merci, c'est gentil, ça les rassure. Maître Simpara. Oui, alors, du coup, c'est vrai que le sujet est tellement vaste que c'est compliqué de le résumer en 3 points, mais j'ai identifié trois points qui me semblent quand même primordiaux à aborder. Le premier point, c'est bien entendu, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est que cette crise a montré la nécessité d'améliorer, d'accélérer la dynamique de numérisation, de laisser une place considérable à l'innovation finalement. Et c'est vrai que si on regarde aujourd'hui le code CIMA, on a l'exigence d'un écrit pour la conclusion du contrat et pour toute modification du contrat, on a l'exigence d'une signature. Pour tout avenant, une signature est exigée sans pour autant que ça soit précisé si la signature peut être électronique ou non. Donc, on reste dans un modèle quand même qui est assez archaïque. De même sur les certificats d'assurance, sur les attestations d'assurance, le code CIMA reste muet sur la possibilité d'émettre de tels documents sous la forme électronique. Alors que si on se retrouve dans une situation de confinement ou en tout cas où les bureaux ne peuvent être accueillis du public, il faudrait quand même que les compagnies d'assurance puissent continuer à travailler. Donc dans ce sens-là, comme disait Omar, ça sera intéressant de voir ce qu'il adviendra du projet de règlement sur tout ce qui est mobile insurance justement et qui date déjà de 2017. Et ensuite, le deuxième point concerne les nouveaux acteurs. Les nouveaux acteurs peuvent bien entendu contribuer à cette amélioration des pratiques qui sont nécessaires. Et si on fait un exercice de droit comparé, en France par exemple, on a une réglementation de certains nouveaux acteurs qui a été effectuée, à savoir les indicateurs d'assurance. Alors, les indicateurs d'assurance, ce ne sont ni des assureurs, ni des courtiers, ni des agents généraux. Ils sont seulement là pour mettre en relation les prospects, les assurés et les différents acteurs en assurance. Donc, l'avantage d'avoir cette catégorie-là, par exemple, c'est de ne pas exiger d'autorisation auprès des autorités de contrôle, de ne pas exiger de capacité professionnelle particulière, d'honorabilité, toutes les conditions que l'on connaît aujourd'hui pour intervenir en assurance. Mais de l'autre côté, il faut quand même assurer la sécurité juridique, qui veut que si on a des nouveaux intervenants, leur rôle doit être strictement cantonné. À partir du moment où ils auraient un rôle de conseil en assurance, il faudrait bien sûr qu'ils aient des connaissances en assurance. Mais s'ils n'ont pas vocation à intervenir en tant que tels sur l'assurance, mais uniquement sur des points techniques, dans ce cas-là, peut-être qu'un allègement de la réglementation pourrait être envisagé pour permettre l'accès au domaine des assurances à ces nouveaux acteurs. Et enfin, le dernier point concerne donc serait d'essayer d'avoir une vision prospective finalement. C'est de voir qu'aujourd'hui, on a une pandémie dont la prise en charge s'est révélée compliquée parce qu'on a des contrats d'assurance et il faut s'en tenir aux contrats d'assurance. Et d'un point de vue purement juridique, c'est vrai que c'est un choc pour nous de voir qu'on a envisagé même d'imposer aux assureurs de couvrir ce risque-là alors que le contrat ne prévoyait pas la couverture du risque. Ça, c'est un choc pour tout juriste. Donc maintenant, pour l'avenir, il y a des réflexions à mener. En France, par exemple,
un comité a été mis en place et ce comité n'a pas encore rendu son rapport, mais pour l'instant a exclu de manière catégorique la possibilité d'imposer aux assureurs de couvrir la COVID-19. Donc la question est de savoir pour les éventuelles futures épidémies, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait avoir une assurance obligatoire? C'est un système que l'on connaît déjà. Par exemple, est-ce qu'il faut imposer pour tout professionnel qui prendrait un contrat d'assurance de lui imposer une part de prime qui aurait vocation à couvrir les éventuelles pandémies? Ce sont des pistes de réflexion. Et c'est vrai que ces réflexions doivent être menées entre tous les acteurs du marché, y compris les assureurs, les courtiers et les représentants des assurés également. Donc, je pense que ça sera intéressant à voir comment est-ce que les choses vont évoluer par la suite. Merci beaucoup, Maître Simpa. Avant de donner la parole à nos amis réglementeurs, je vais prendre une question très rapide de Monsieur Faye. Monsieur Faye, si vous voulez faire un commentaire ou poser votre question. Il faut vous mettre sur parole. Il faut enlever le mode silence. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. Je ne peux pas ne pas intervenir sur cette partie des panels en tant que membre du bureau et ancien régulateur, je vois mon petit frère sourire, Luc Dobici, qui est un jeune frère de la CIMA. Je suis un ancien de la CIMA aussi. Je commencerai par dire merci à Mintou qui insiste beaucoup sur le capital, effectivement, qui aujourd'hui nous pose beaucoup de problèmes. Nous sommes en train de travailler sur ça. On aurait pu penser qu'on a pris une avocate en France pour nous défendre. Mais bon, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Elle a été pertinente et je pense qu'elle mérite nos félicitations et nos remerciements parce que vraiment, elle a eu une clairvoyance qui lui a permis de comprendre que les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas à l'augmentation du capital. Mais c'est un sujet qui est en cours. J'espère que la CIMA, dans sa grande sagesse, prendra les bonnes décisions en tenant compte de nos observations. Maintenant, par rapport à la réglementation sur la COVID, je crois que Luc l'a dit et nous l'avons répété. Il s'agit de contrats. Si les contrats prévoient que nous ne prenons pas en compte, nous ne prenons pas en charge les conséquences de la pandémie, on ne paiera pas. Et la CIMA ne peut pas exiger un paiement de sinistre qui n'est pas dû. La CIMA est là pour faire payer les sinistres qui sont réglés. Réglés, c'est-à-dire qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, qui ont été fixés à un montant, qui ont été acceptés au point de vue de la réglementation. La CIMA, dès le début, a fait des recommandations et c'est ça la sagesse. La CIMA ne peut pas dire, écoutez, faites comme ça, faites comme ça. Si elle le fait et que demain, des sociétés se retrouvent face à des ce qui n'est pas de son ressort, ce qui ne rentre pas un peu dans sa démarche habituelle. Donc, elle a eu la sagesse d'orienter, de recommander et de donner de faire des recommandations qui ont permis aux compagnies d'assurance vraiment d'être résilientes face à la crise. Voilà vraiment les commentaires que je voulais ajouter sur ce point de la réglementation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Faye. Je comprends tout à fait ce que vous avancez. Je veux juste vous mettre, très brièvement, vous mettre en garde que, hélas, c'est arrivé dans un certain nombre enfin, hélas pour les assureurs, c'est arrivé dans un certain nombre de pays, en particulier européens, où tant le régulateur, on l'a vu en Angleterre, en Grande-Bretagne, que les cours, les tribunaux, n'ont pas nécessairement aux assureurs. Et c'est arrivé. Il y a aussi la pression, outre les réglementeurs et les tribunaux, il y a la pression politique, des politiques, qui, devant les conséquences catastrophiques et le mécontentement des populations, peuvent aussi introduire de nouvelles mesures législatives et exécutives, réglementaires, qui pourraient avoir un impact. Donc, je voudrais rester concentré là-dessus parce que c'est arrivé. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas aussi en Afrique et que ça ne viendra pas nécessairement des réglementeurs, ça pourrait venir d'autres parties comme les gouvernements ou autres. Alors on va aller maintenant sur nos amis réglementeurs et je voudrais commencer avec monsieur, on va garder Luc pour la CIMA
pour la dernière intervention sur ce sujet. Mais je voudrais demander à M. Traoré quelque chose par rapport à ce qui vient d'être discuté. Minetou parlait tout à l'heure de résilience réglementaire. Est-ce que, confronté au fait que ces questions liées à la conséquence du numérique et du Covid touchent à beaucoup d'éléments différents, pas seulement la réglementation des assurances, est-ce qu'il y a besoin, peut-être que vous le faites déjà, de vous coordonner avec vos amis réglementeurs, par exemple de la concurrence, de la protection des données, des télécoms et des communications électroniques? Est-ce qu'il y a une forme de coopération, de coordination réglementaire qui se fait sur les questions qui touchent après tout à beaucoup de domaines différents, pas juste les assurances? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous discutez de ça avec vos collègues réglementeurs, par exemple? Ok, merci bien Jean. Je suivais avec beaucoup d'intérêt ce débat. Il y a eu 2 questions qui ont été abordées. L'une a eu une réponse de la part de Luc. Avant d'arriver à votre réponse, à votre question, je dois dire qu'en ce qui concerne la signature électronique et le commerce électronique en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Donc, ça fait une transition pour répondre à votre question. Mais avant cela, tout à l'heure, j'ai vu que Faye Mamadou était très content de l'intervention de Minetou en ce qui concerne l'augmentation du capital, mais ça n'en avait rien à ce qu'a dit Luc initialement. Il s'agit, avant de parler des difficultés des compagnies d'assurance, il s'agit également pour ces compagnies d'assurance d'être au moins solvables et fiables. Tout part de là. Si nous sommes d'accord qu'avec la COVID, il faut revoir certains paramètres, notamment poser peut-être la question de l'augmentation du capital, mais il ne faut pas oublier qu'avant cette COVID, les compagnies d'assurance dans la zone CIMA n'avaient pas forcément bonne presse, ce qui expliquerait en partie le faible taux de pénétration. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas savoir la face. La COVID ne va pas apparaître comme étant un prétexte derrière lequel chacun va se barricader en disant la COVID a créé de nouvelles habitudes. Non, ces habitudes existaient. Mais parler de la réalité dont on doit tenir compte, je pense qu'en ce qui concerne, et le juriste, il le sait très bien, en ce qui concerne l'évolution réglementaire, elle est toujours impactée par la pratique sociologique. Le droit est influencé par la pratique. Donc, la pratique peut déjà précéder, et fort de la pratique, on peut venir à légiférer. Pour répondre à la question qui m'a été posée s'agissant des plateformes qui existent, puisque le marché ivoirien a l'avantage en matière de mobile, d'être un marché expérimental, en tout cas en ce qui concerne la CIMA. Et oui, on a eu l'occasion de travailler ici avec nos amis de la Banque centrale. Je n'ai pas cité la commission bancaire, la BCAO, en ce qui concerne l'autorisation à donner pour qu'il y ait d'abord la banque assurance, d'une part, et d'autre part avec l'autorité de régulation des télécoms, pour qu'ils puissent utiliser le mobile comme un canal de distribution. On a ces échanges-là, et à certains échanges, je pense 2 fois au moins, la CIMA avait été associée. Donc, Jean, je pense que j'ai répondu à ta question. Absolument, mais la question est importante parce qu'on l'a vu dans le secteur du mobile money, c'est passé d'une coopération initialement entre les différentes autorités à quelque chose de plus structurel qui était carrément une convergence, dans le sens où, par exemple au Kenya, quand il y a eu des problèmes par rapport à la position dominante acquise par un certain opérateur de télécom dans le domaine du mobile money, vous savez tous et toutes de qui je parle, il y a eu un moment où, lorsque la question de du renouvellement de la licence télécom de cet opérateur est venue sur la table, l'autorité de réglementation des télécoms, la Banque centrale, l'autorité de régulation de la concurrence ont travaillé ensemble sur ce sujet et ont forcé l'opérateur, en l'occurrence c'est Safaricom et M-Pesa, à un certain nombre de changements tarifaires importants dans ces services de mobile money en échange du renouvellement de leur licence d'opérateur de télécom. Et donc, on a vu après, ça s'est développé, il y a eu plein de discussions par rapport aux frais qui étaient considérés comme excessifs et un abus de position dominante de l'opérateur sur les prix du mobile money, des transactions, etc., etc. Et on a vu de manière croissante, et pas seulement au Kenya, ça a été le cas aussi en Afrique du Sud, ça a été le cas dans beaucoup de pays, une collaboration très très proche des différentes autorités réglementaires et même sur les nouveaux textes
de réglementation, de loi par rapport au mobile money. Donc, c'est une question qui risque probablement de la convergence structurelle ou la coopération structurelle des régulateurs des différentes entités est probablement quelque chose qui va venir sur la table de plus en plus du fait de ces nouvelles offres de produits mobile insurance, etc., etc. Et c'est une vraie question et qui est très importante à mon avis. Luc, il y avait plein de questions et d'observations qui étaient adressées à la CIMA, donc je pense que c'est intéressant de voir ta vision par rapport à ce qui a été dit par nos amis des acteurs du marché et actrices du marché. Oui, je pense que déjà, je voulais peut-être appuyer ou bien préciser ce que Youssouf a dit, qui est tellement important. Lorsqu'il parle de la réalité, c'est que c'est en 2016 déjà que nous nous réunissons, les régulateurs, avec quelques acteurs du marché à Abidjan, pour commencer à discuter de comment encadrer et accompagner les activités d'assurance par la téléphonie mobile. Nous sommes en 2016, on a eu des réunions avec le régulateur des télécoms, et ainsi de suite. On a repris la même réunion quelques mois plus tard au Cameroun. Je crois qu'on est arrivé à la situation où, comme il a dit, on ne peut pas aller plus vite que la musique. La réglementation ne peut pas aller tellement vite quand de l'autre côté, parce que ce qu'on dit, c'est une réglementation qui est là pour accompagner l'innovation. Mais attends, on ne peut pas vouloir tellement vite réglementer alors qu'il n'y a pas l'innovation qui est en train de se faire. Vous savez, j'ai fait une dizaine d'années en compagnie d'assurance au poste d'encadrement technique et commercial. Et le terme qui était courant à l'époque, le terme clé, c'était la satisfaction du client. Ça fait une dizaine d'années, je suis du côté du régulateur. Le terme clé, c'est la protection du client. Et donc, quand je mets les deux termes côte à côte, j'ai envie de dire que la satisfaction du client est à un niveau bien plus élevé que la simple protection du client. Donc, si véritablement les acteurs du marché, c'est-à-dire les assureurs et autres, étaient vraiment à la quête de la satisfaction du client, je pense, j'ai la faiblesse de penser qu'on ne devrait pas être dans des contentieux, que ce soit auprès de la commission de contrôle ou de la Direction nationale des assurances pour régler un sinistre, ou encore, ce qui est pire, au niveau des tribunaux. Lorsque la CIMA a été mise en place il y a une trentaine d'années aujourd'hui, l'une des idées, c'était de favoriser les procédures à l'amiable, les procédures transactionnelles au détriment des décisions de justice qui parfois étaient peu éclairées sur le plan technique ou alors pouvaient venir justement déséquilibrer le marché. Mais 30 ans plus tard, on a envie de dire, comme tu l'as dit Jean-Stéphane tout à l'heure, le vrai problème n'est pas la réglementation, ce n'est pas la loi, c'est parfois simplement la disposition de l'assureur à payer le sinistre. Il faut le ramener à sa simple expression. Payer le sinistre lorsqu'il est dû et de manière diligente. Si cela a été fait, si on est disposé à le faire et qu'on rencontre des difficultés, en ce moment, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, la digitalisation, ainsi de suite, viendrait résoudre un problème. Mais lorsque le problème est d'abord d'ordre mental, c'est-à-dire qu'on n'est pas disposé à régler, on a l'impression qu'on utilise les termes digitalisation, on parle de signature électronique, ainsi de suite, juste comme une fuite en avant pour justifier pourquoi on n'innove pas. Aujourd'hui, je veux bien lancer le défi autour de la table. Quel est l'assureur qui est venu avec une solution, quelque chose d'innovant et dit, voilà quelque chose un produit ou c'est pas un service que les clients aiment, que les clients veulent, mais je suis bloqué parce que la réglementation ne permet pas de les satisfaire. Je ne pense pas. Et tu l'as dit, je vais peut-être chuter par là, tu l'as dit Jean-Stéphane au départ, il y a peut-être une grosse nécessité de tropicaliser, voilà le terme, tropicaliser l'assurance. Lorsqu'on parle aujourd'hui de signature électronique, je crois qu'on a en tête un schéma très occidental de la signature. Moi, je suis un passionné et je suis très engagé dans la micro-assurance aujourd'hui. Il y a des formes africaines à l'époque où on donne son engagement par la parole. Ça veut dire que la signature sous la forme, je ne sais pas, la forme écrite et ainsi de suite,
c'est une façon d'enregistrer l'engagement pris. Et aujourd'hui, qu'il y ait un document signé suivant les formes administratives, voilà, connues, légales, ainsi de suite, dans le contrat, dans la logique de l'assurance traditionnelle, ça a du sens. Mais en micro-assurance, on peut faire un certain nombre d'ouvertures et intégrer des signatures, entre guillemets, verbales, et ainsi de suite. Je dis n'importe quoi. Il faut qu'on pousse la réflexion out of the box pour venir dire voici une façon de faire qui peut marcher et qui va satisfaire le public pour lequel nous nous sommes engagés. Ah, merci beaucoup. C'était passionnant et ça va nous permettre de passer au dernier thème que je voulais mettre sur la table, qui est peut-être ce qui va permettre de résoudre ça. Mais avant, Monsieur Traoré, très rapidement, Minetou et Maître Simpara, très rapidement, vos observations. Monsieur Traoré, vous voulez intervenir? Oui, merci bien, Jean. Je pense que c'était plus pour venir en appui en ce qui concerne la signature électronique. Évidemment, si on prend la CIMA dans son aspect communautaire, on pourrait penser qu'il y a un manque ou une carence législative, ce qui n'est pas exact. Je t'avais cité la loi ivoirienne. Il y a 2 lois ivoiriennes qui portent sur le commerce à distance, donc le contrat à distance. Il s'agit de la loi sur la consommation de 2016 et puis de la loi sur la protection des données à caractère personnel de 2013. Dans ces 2 lois, il est fait mention de la signature électronique. Et la définition de la donnée, ce n'est pas forcément qu'il y ait une traçabilité. Ben non, il s'agit de pouvoir déterminer l'expression de la volonté du consommateur de manière large. Voici un peu ce que je dois ajouter à ce qu'a dit Luc. Merci beaucoup. Minetou, très rapidement. Alors moi, je souhaiterais à la fois appuyer et mitiger en fait ce que Luc a dit. Quand on parle de la notion de protection de la clientèle, je pense que la protection de la clientèle n'est absolument pas incompatible avec la satisfaction du client. Donc les deux peuvent vraiment aller ensemble, mais la raison pour laquelle depuis quelques années, et notamment depuis qu'on parle beaucoup de digitalisation, on parle aussi de cette notion de protection de la clientèle, c'est qu'on doit aussi faire face à tout ce qui est inclusion financière, sensibilisation. Les clients ne sont pas contre le fait de souscrire des assurances. En revanche, des fois, ils ne savent pas ce qu'ils ont souscrit et c'est pour ça qu'il est important d'expliquer, de sensibiliser pour que justement ces 2 notions-là puissent être complémentaires. Et le deuxième point, en lien avec la partie réglementaire, justement, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne peut pas se mettre à réglementer à chaque fois et à être absolument psychorigide sur des choses nouvelles qu'on n'a pas encore expérimentées. Et c'est justement la raison pour laquelle je parle beaucoup de résilience réglementaire et de cette notion de souplesse. Le but n'est pas à chaque fois de mettre une réglementation, une nouvelle directive, mais d'agir en bonne intelligence, d'échanger beaucoup avec les différents acteurs du marché avant de commencer à réguler différentes choses, parce que sinon ça freine également et le business et ça complexifie aussi toute la chaîne de valeur de l'assurance. Merci beaucoup. Maître Simpara, ensuite, je donnerai très rapidement la parole à M. Faye et à Jean-Marie, très rapidement, parce que je veux vraiment qu'on aborde le thème. Oui, alors vraiment très rapidement, c'est simplement pour rebondir sur un point très intéressant qui a été évoqué par Luc Nouvessi, pour lequel je le remercie d'ailleurs, c'est qu'il faut absolument adapter finalement tous ces concepts-là, tout ce qui concerne la signature électronique au contexte local, aux exigences locales et ainsi qu'aux pratiques locales. C'est quand même primordial. Et le contrat d'assurance, c'est vrai que juridiquement, on peut être lié par la parole, on peut être lié par le fait d'être d'accord sur les éléments clés du contrat. Mais simplement, je pense que ça sera quand même très compliqué de faire, outre tout écrit électronique ou sur support matériel, ça sera compliqué de faire sans cela, dans la mesure où il y a quand même une exigence de s'assurer que le client en face a bien compris son engagement, a compris les termes du contrat, a compris qu'il aura à payer telle prime sous peine d'être sanctionné et dans quelles conditions il sera justement indemnisé. Et dans ce cadre-là, c'est particulièrement intéressant aussi le cas de la micro-assurance dans la réglementation, dans le code CIMA, est beaucoup plus souple. Peut-être que la micro-assurance sera finalement le terreau pour pouvoir aménager tout cela et ensuite adapter à plus grande échelle.
Merci beaucoup. Alors, dans l'ordre, monsieur Faye, très rapidement, Jean-Marie, très rapidement, et Omar, très rapidement. Et ensuite, on parle un tout petit peu du thème Merci que je beaucoup. voudrais parler avec vous. Monsieur Faye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour dire que au jeune frère Traoré que effectivement, si la mission d'augmentation du capital est de permettre à nos sociétés d'être solvables, je pense qu'aujourd'hui, nous y sommes et c'est la mission du contrôle d'insister à ce que les sociétés soient solvables, non seulement aujourd'hui, mais qu'elles continuent à être solvables. Je pense que cette étape est dépassée avec ce qui s'est passé, avec l'augmentation du capital de la première phase. Mais pour répondre également, dans le même sens que le commissaire en chef Noubissi, le paiement des sinistres, aujourd'hui, qui est notre mission, je pense que nous l'avons très bien compris. 2019 déjà, 500 milliards ont été payés. On ne peut pas négliger ça. Je pense que le problème aujourd'hui de la CIMA, c'est de constater qu'il y a des compagnies qui ne payent pas les sinistres et de généraliser. Je le dis souvent, il faut qu'on arrête la punition collective. On ne peut pas, dans une même classe, chaque fois qu'un élève fait une faute, on punit toute la classe. Aujourd'hui, 500 milliards payés, ce n'est pas négligeable. Il est bien vrai qu'on a encore dans notre corporation des sociétés qui traînent les pieds dans le paiement des sinistres. Là, la CIMA détient les instruments pour corriger cette imperfection. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits. Il faut l'encourager. Nous-mêmes, à notre niveau, avec l'autorégulation, nous incitons sur ça au niveau de la FONAF et au niveau des marchés. Mais tout ça dans le but de permettre à nos sociétés non seulement de jouer leur mission, mais les résultats de la première phase de l'augmentation du capital a montré que nous sommes conscients que nous devons être solvables et le rester pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, monsieur Faye. Jean-Marie, très rapidement, puis Omar. Jean-Marie. Oui, merci, monsieur Stéphane. Je suis de même avis que monsieur Faye. En fait, les compagnies d'assurance ou les fournisseurs de services d'assurance doivent démontrer qu'ils sont solvables. Ça, c'est le strict minimum. Normalement, ces compagnies d'assurance doivent faire face aux engagements, aux obligations, l'obligation de payer. Ils doivent être à mesure de le faire. Je reviens un peu sur l'élément qui a été soulevé par Madame Minetou en rapport avec la protection de la clientèle. La protection de la clientèle. On doit s'assurer que les assurés sont en train de payer. Ça, c'est le strict minimum. Et aussi, elle a parlé de la résilience réglementaire. Ça, les régulateurs, nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Et la plupart des fois, la plupart des cas, pour des cas qui ne sont pas... Pour des cas où on n'a pas réellement plus d'informations qui puissent nous donner une orientation pour l'avenir, disons, on ouvre, disons, la révision des lois, les codes des assurances, la révision des lois en termes généraux. Normalement, ça prend beaucoup de temps. Mais actuellement, on est en train de parler des histoires qui doivent influer sur la révision des lois. La révision des lois, ça prend du temps. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais en Afrique, je sais que s'il s'agit de réviser une loi, j'ai vu cela pour une fois, 2 fois, ça prend beaucoup de temps en termes d'années. Et là, alors, on doit ouvrir au niveau de notre dispositif réglementaire, la loi, code des assurances, on doit ouvrir, quitte à ce que pour un aspect qui n'est pas précisé pour le moment, on ouvre cela aux autorités de régulation de pouvoir répondre dans l'avenir par peut-être des décisions, des circulaires, tout ça. Donc, au niveau résilience réglementaire, je crois que ça peut aider. Et en dernier... Oui, Stéphane.
Vas-y, mais très rapidement. Il y a M. Luc Nubissi qui vient d'apporter plus d'éclaircissement et de précision. Les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance doivent innover, doivent rentrer dans la danse. Et le régulateur est là. On ne peut pas réguler quelque chose qui n'existe pas. C'est ce que M. Luc Nubissi vient de souligner. Alors, nous sommes là pour le développement du secteur des assurances. Alors, si quelqu'un te présente une solution qui soit à mesure d'aider dans le développement du secteur, comment est-ce que tu peux le rejeter? Ça, c'est strictement impossible. Nous sommes là, nous sommes des humains, nous avons des objectifs à atteindre. Nous voulons voir l'industrie des assurances se développer. Voilà, merci. Merci, mais justement, on va en parler parce qu'il y a peut-être un moyen, justement. Omar, très rapidement, je te donne la parole. Omar? Vas-y, vas-y. On t'entend. Oui, Jean-Stéphane, merci de me donner la parole. Je voulais rejoindre les propos de M. Faïd Manabou, avec lui. Alors, le son est très mauvais, je suis désolé, Omar. Est-ce que c'est meilleur? C'est un peu meilleur. C'est un peu meilleur. On sait que le paiement diligent des sinistres, c'est un cheval de bataille de la CIMA depuis longtemps. C'est légitime, c'est probable, on le sait très bien. Mais qu'est-ce qui est derrière cette demande de payer de manière diligente les sinistres? La demande, en fait, c'est de dire qu'il y a certains assureurs qui n'ont pas une volonté de régler les sinistres. Donc, on est parfaitement d'accord avec la CIMA, mais effectivement, je pense qu'il y a eu un changement de mentalité au niveau des groupes d'assurance pratiquant CIMA, et cette volonté-là, aujourd'hui, existe. Donc, il faut être serein. Ça nous ramène à la question de la prise en charge ou non des contrats d'assurance de perte d'exploitation dans le cadre de la pandémie de Covid. Là aussi, le débat ne doit pas être hystérisé ou manichéen. Il suffit de répondre à des questions très simples. Je crois qu'il n'y a aucune disposition publique, d'ordre public qui interdit la prise en charge de risques épidémiques. Tous les régulateurs, à ma connaissance, ont eu des positions similaires. La CIMA a indiqué qu'il fallait regarder les contrats par contrat. La CPR, c'est pareil. Elle a fait une étude sur un certain nombre de contrats d'assurance. Elle a donné des réponses différenciées, etc. On nous dit que le risque systémique est par nature incompatible avec le principe d'assurance, etc. Moi, je ne vois rien qui s'y oppose, encore une fois, en droit positif. Donc voilà, vous avez, comme Maître Siparan en a parlé tout à l'heure, il y a d'autres systèmes, il y a le système CatNat, etc. Il y a d'autres formes qui permettent de prendre en charge des risques systémique. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut regarder, c'est le contrat d'assurance, qui est la loi des parties. Quelle est la volonté des parties? Est-ce que quand tel entrepreneur a souscrit son contrat d'assurance avec une garantie ou non couvrant l'APE suite à une pandémie, est-ce que ce point-là faisait partie de la volonté des parties au moment de la signature du contrat? C'est ce type de questions très factuelles auxquelles il faut répondre. Derrière, on enchaîne sur les clauses d'exclusion. Sont-elles apparentes ou non? Vit-elles ou non les garanties de leur substance? Moi, j'aurais du mal à dire qu'une clause d'exclusion PE vide de sa substance une garantie d'un contrat d'assurance perte d'exploitation. J'ai du mal à croire qu'avant le Covid, on souscrivait spécifiquement des contrats d'assurance pour s'assurer contre le risque épidémique. Voilà, donc le débat doit être serein, factuel, juridique. Ce qui doit être résolu, c'est un litige doit être résolu devant le tribunal, il le sera. Mais je pense que les assureurs, en tout cas en climat, sont assez sereins et appliquent la loi et appliquent les contrats. Merci Omar. Bon, on a presque fini le panel. Avant de redonner la parole pour le mot d'au revoir à M. Ekomi et à Féné, je veux vous poser une dernière question. On est en retard, mais je pense qu'elle vaut vraiment le coup. Et je voudrais avoir une vision sur cette question d'un certain nombre des panélistes assez rapide, une réponse rapide. En Europe, aux États-Unis, en Asie, se sont développés au cours des 4 dernières années, ce qu'on appelle des sandboxes, des bacs à sable, en traduction directe, qui sont des structures mises en place par les réglementeurs, tant dans le domaine financier, financial services, que assurance,
pour travailler avec les acteurs du marché, en particulier les startups et les entreprises innovantes et les assureurs, pour évaluer ensemble, au stade très initial, le potentiel impact de nouvelles solutions, en particulier numériques, d'assurance, et essayer de comprendre quels sont les impacts en matière réglementaire par rapport à la réglementation, à la conformité réglementaire, par rapport aux droits des clients, à la protection des consommateurs, etc. Et ça a permis, en général, ce que font les autorités de régulation, ça a commencé en Grande-Bretagne, et puis ça s'est répandu après comme une flambée à travers en particulier l'Asie et même les États-Unis, dans plusieurs États, pas juste au niveau fédéral, mais dans plusieurs États des États-Unis. Et il y a quelques exemples en Afrique, en particulier dans les pays anglophones. Ça permet aux réglementeurs de travailler dès le début sur l'innovation, très très en amont dans le processus, de travailler avec les réglementeurs, avec les acteurs du marché, d'essayer, en général en sélectionnant une dizaine d'acteurs start-up qui travaillent avec les assureurs, à comprendre ce que ça peut provoquer et à résoudre et à créer en fait des produits et des services qui ont une forme de compliance by design, qui dès leur naissance sont à peu près en conformité. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a plus de contrôle. Le contrôle continue à s'exercer de manière aussi forte. Mais on a des produits qui posent moins de problèmes, des produits innovants, qui ont été en tout cas travaillés ensemble. Alors les Français, comme d'habitude, ont une approche un tout petit peu différente, puisque l'autorité de régulation française a développé ce qu'on appelle des soundboxes, où ils se refusent, eux, à faire tout aménagement de la réglementation, mais par contre, regardent l'impact des produits sur la réglementation. C'est un peu moins collaboratif, c'est un tout petit peu plus autoritaire, on va dire. Est-ce que vous pensez, et là c'est pour Luc, pour M. Traoré, mais aussi les acteurs du marché, est-ce que vous pensez que ce genre de structures innovantes mettant en commun le travail des réglementeurs, etc., et des startups et des assureurs pourrait être un moyen de répondre justement à ces questions qu'on a évoquées sur le fait qu'on ne peut pas anticiper des évolutions numériques, etc., etc. Quelle est votre vision de ça? Et là, je m'adresse en particulier à nos amis des autorités de réglementation. Luc, tu veux peut-être commenter là-dessus très brièvement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Disons que, oui, une fois de plus, ça va encore revenir à la question du mindset, de l'état d'esprit. Je crois que le mérite du régulateur anglais, c'est d'avoir davantage matérialisé et formalisé cette approche. Mais nous sommes tous, j'ai même envie de dire, sans prétention aucune au niveau de la CIMA, dans cette orientation, c'est-à-dire d'ouvrir, d'encourager l'innovation, d'échanges permanents, non seulement avec le marché au niveau institutionnel à travers la FANAF, mais également dans les démarches de contrôle régulière, il y a une approche, une attitude plus d'accompagnement qu'une attitude répressive. Nous n'avons pas au niveau de la CIMA eu à formaliser comme le régulateur anglais une sorte de sandbox, mais je puis rassurer chacun que c'est l'attitude de la CIMA. C'est l'attitude de la CIMA d'être dans une posture d'accompagner l'innovation. Et là encore, on se retrouve dans un marché ou dans des marchés complètement différents des réalités de l'Angleterre, où le régulateur est submergé à la limite par un flot d'innovation où il est obligé de dire, écoutez, je dois définir un cadre pour contenir ces innovations. Nous sommes, à l'inverse ici, à la CIMA, dans notre zone, un régulateur qui est en train de vouloir, à la limite, innover pour demander aux assureurs, venez créer des produits. Voilà un peu le paradoxe ou le dilemme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons envie, en tant que superviseur régulateur, de voir des produits, des initiatives innovantes du marché, et parfois on anticipe même en disant, mais écoutez, il y a un cadre pour le faire, mais il n'y en a pas. Il n'y a presque rien qui vient du marché, alors que du côté de l'Angleterre, c'est presque l'inverse. Ils ont eu besoin de définir un sandbox pour contenir le flot d'innovation. Alors, juste pour préciser, avant de donner la parole aux autres, ce n'est pas juste l'Angleterre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des sandbox partout en Asie, dans certains pays, y compris les pays, je dirais, les moins
avancées en Asie, comme le Vietnam, par exemple. C'est pas seulement Singapour, pour être clair, et dans certains pays d'Afrique anglophones. Donc, je pense que c'est pas... Et ce sont des structures qui sont créées par les régulateurs. Je comprends tout à fait ce que tu dis, que d'une certaine manière, la FCN n'a pas eu le choix devant le croulement de trucs, mais ce sont des structures qui sont, ce que je veux insister, c'est pas juste une coopération ou une consultation temporaire, ce sont des structures bien organisées, en fait, ce sont des accélérateurs créés par les réglementeurs ou des incubateurs. Et je trouve que la démarche est vraiment intéressante, mais je suis intéressé par votre opinion. Omar, je vais te donner la parole très rapidement. Monsieur Traoré, peut-être, est-ce que vous pensez que ce serait valable sur le marché ivoirien? D'accord, merci bien. Je pense que ça rejoint un peu au départ le postulat qu'avait posé Luc, à savoir du côté de l'assuré, enfin de l'assureur qu'il a été, avant d'être régulateur. Il a parlé, lorsqu'il parlait de son passage dans une compagnie d'assurance, de la satisfaction de la clientèle, et puis devenu régulateur de la protection. Mon point de vue, mon opinion sur la question rejoint ces deux aspects. Le régulateur a intérêt à tenir compte de l'évolution de son environnement pour pouvoir proposer des solutions innovantes. Donc, personnellement, je n'ai aucun inconvénient à ce qu'ici, on a déjà fait en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas formalisé, c'est vrai, mais on a déjà rencontré des startups qui s'intéressent aux produits d'assurance, qu'on a essayé d'accompagner et à qui on a permis certaines facilités. Et aujourd'hui, je crois qu'hier, M. Bakayoko l'a dit pour le compte de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, en parlant de digitaliser notamment la commercialisation du produit automobile via un startup que nous avons recommandé et dont on a participé à la commission d'appel à Camille d'offres. Et on a été également membre de la commission qui a permis le recrutement de ces startups-là. Pour vous dire que nous sommes dans cette même élan, mais pour le moment, ce n'est pas encore formalisé comme ça l'est en Angleterre ou ailleurs. D'accord. Omar, 2 minutes et après je dois clore. Oui, merci Jean-Stéphane. Je tenais juste à réagir un petit peu à ce qu'a dit M. Luc Noubissi. Sincèrement, des groupes comme le nôtre, Alliance, on est vraiment ancré et inscrit dans la prise du virage numérique. Donc les projets existent. Encore une fois, on n'a pas attendu qu'il y ait des réglementations très claires, très encadrées pour explorer cette voie-là, mais peut-être que toutes les autres compagnies ne font pas les mêmes efforts que nous. Et nous, voilà, on est ancré là-dedans. On propose déjà et on va continuer à proposer des offres de souscription et d'assurance de manière digitale. Donc, je pense que voilà, il faut un rapprochement entre le régulateur et les assureurs sur ces questions-là, et qu'on arrête de se reprocher, oui, non, mais vous ne faites rien, non, mais parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire, etc., etc. Je pense qu'on va finir par y arriver, en tout cas. Merci beaucoup. Et là, je dois terminer le panel. Je voudrais remercier toutes et tous les panélistes pour cette excellente discussion. Merci de votre patience et merci de vos insights et vos visions extrêmement intéressantes. Merci à toutes et à tous. Avant de donner la parole pour le mot final à M. Ekomi Efene, je voudrais dire à tout le monde que la conférence en direct est disponible en replay sur YouTube et Facebook, sur la chaîne FANAF, sur YouTube et Facebook, et que les enregistrements vont être édités, seront aussi disponibles. On les enverra, on les mettra à disposition des membres de la FANAF lorsque cela sera fait. Monsieur Ekomi Efene, si vous voulez bien prendre la parole pour le mot de conclusion de cette excellente conférence. Monsieur Ekomi Efene? Oui, vous m'entendez? On vous entend. Vous m'entendez? On vous entend. Bien, merci Jean-Stéphane. Mesdames et messieurs, chers membres de la FANAF, je vais aborder cette conclusion sous deux aspects, la forme et le fond. En ce qui concerne la forme, nous venons de vivre une première expérience de nos travaux du Forum des marchés en visioconférence. Nous pensons humblement que cette première expérience s'est bien déroulée dans l'ensemble. Toutefois, des améliorations seront certainement apportées après débriefing. À cet effet,
Vos suggestions et commentaires seront appréciés et contribueront à améliorer cette expérience. Pour y parvenir, une fiche d'évaluation vous sera transmise pour recueillir vos avis qui seront pris en compte pour l'avenir. Sur le fond, nous sommes convaincus que chacun de vous a pu apprécier les différentes interventions et analyses faites à l'occasion de ces sous-thèmes abordés. Il ressort entre autres que ces échanges, que cette crise va faire évoluer les mentalités et les comportements des consommateurs. Ce qui fait qu'en fait, ce partage de connaissances et d'expériences concernant les impacts de la COVID-19 et la situation post-COVID-19 doit nous permettre de nous remettre en cause, si nécessaire, d'accélérer les programmes de digitalisation déjà initiés par beaucoup d'entre nous et d'adapter nos stratégies et plans d'action afin de mieux piloter nos entreprises dans un environnement économique, social, déjà difficile, mais encore fortement impacté par la pandémie. Il est important à ce stade de relever la nécessité d'un partenariat public et privé permettant d'aborder la construction de prérequis, ce que j'appelais relatifs à l'organisation des structures de santé, d'éducation, de justice et de protection de l'environnement, et j'en passe, sans omettre une réflexion profonde et commune sur la couverture ou la protection pour l'avenir des conséquences de ce type de pandémie, réflexion sur le plan national comme sur le plan régional. Pour notre part, la FANAF, nous poursuivons le travail que vous nous avez confié en déroulant notre programme d'action, tout en mettant un accent particulier sur d'autres sujets importants et brûlants de l'heure, comme le réaménagement de la session légale de la SICARE, le report de la deuxième phase d'augmentation du capital des sociétés, l'examen de l'opportunité des constitutions de la provision de gestion et autres, le traitement de résolutions prises lors des États généraux des assurances à Abidjan, recouvrant un certain nombre d'aspects techniques, financiers et réglementaires qui accompagnent le développement de notre industrie. S'agissant de ces États généraux, il y a un point important, je dirais 2 points importants ressortiront. C'est la restauration de l'image des assureurs qui a été un aspect de prise de conscience et de nature à favoriser un meilleur règlement des sinistres. Et cette prise de conscience, pour moi, s'accompagne effectivement, n'est pas indissociable avec les innovations dont on a parlé, la digitalisation, le numérique, qui devrait améliorer les processus en faveur justement de l'amélioration de nos prestations et la manière de travailler vis-à-vis de nos assurés. Cependant, tout ceci ne se fera pas sans vous. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir vérifier, veiller surtout à la remontée des informations nécessaires à l'accomplissement de nos actions. Effectivement, nous souhaitons que lorsque nous vous demandons des informations, vous soyez réactifs afin que nous puissions utiliser ces informations pour mettre en place les stratégies qui amèneront les résultats escomptés. Enfin, je terminerai mon propos en remerciant à nouveau M. Jean-Stéphane Gourevitch, le modérateur, pour la qualité de la coordination des travaux. Mes remerciements s'adressent également à tous les panélistes qui ont accepté de participer et d'animer les travaux de cette 6e édition du Forum des marchés. Voilà les quelques mots que je voulais vous adresser en conclusion de nos travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Très bonne fin de semaine et je vous remercie encore. Je remercie nos amis de la FNAF qui m'ont fait l'honneur de me confier la modération de ces panels et de l'excellente qualité de tous les intervenantes et intervenants qui, avec grande amitié et soutien, m'ont permis de mettre en place ces panels très intéressants. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Et je À très bientôt. Merci les amis. Félicitations. Et à bientôt. Merci.
Au revoir. Je Au revoir. Au revoir. Au revoir.